le New York Times a sorti une enquête menée par les services de renseignement américains, d'où il ressort qu'en définitive, eh bien voilà, les Américains auraient découvert quel est le vrai responsable. C'est pas eux, c'est les autres. Et les autres, c'est qui? Ils ont trouvé, ce sont des pêcheurs dont la nationalité n'est pas très très claire, mais des pêcheurs qui seraient pro-ukrainiens et qui auraient donc fait par eux-mêmes cet attentat sur place. Alors, évidemment, tout le monde a regardé ça de près. J'ai vu que l'agence russe, l'agence TASS, est allée demander à Seymour Hersh ce qu'il en pensait. Il a dit qu'il n'en pensait, il ne voulait pas le commenter, mais qu'il laissait les gens exercer leur propre faculté de discernement pour voir lequel était le plus crédible. Parce qu'en réalité, il y a quand même toute une série de problèmes qui sont éludés par la version américaine qui est d'un seul coup sortie d'un chapeau. Le premier problème, c'est que ça sort un mois après les révélations de Seymour Hersh. C'est-à-dire comme par hasard, depuis le 26 septembre jusque donc au 8 mars, ils ont mis tout ce temps pour faire une enquête, ce qui est quand même bizarre. Je rappelle qu'au moment du 11 septembre, ils nous avaient sorti qu'ils avaient retrouvé un passeport d'un des participants, paraît-il, à ces attentats du 11 septembre. Ça avait été sorti le lendemain ou le surlendemain. Et je rappelle que le président George W. Bush, au moment des attentats, l'après-midi même, indiquait que le responsable était Oussama Ben Laden. C'était quand même assez extraordinaire. Quelques heures après l'arrivée même des attentats. Là, pendant des mois et des mois, il ne s'était rien passé. Et puis d'un seul coup, on nous sort d'un chapeau cette histoire. On nous la sort d'un chapeau, d'ailleurs, à un moment très particulier, puisque elle intervient 4 jours seulement après que Joe Biden ait reçu de nouveau le chancelier Scholz à la Maison-Blanche. Comme si, mais bien entendu, on va me taxer de complotisme, mais je m'en fous, comme si, parce que c'est le principe même de l'intelligence et de l'esprit critique de formuler des hypothèses, comme s'il avait fallu que Joe Biden se mette d'accord avec le chancelier d'Allemagne sur un narratif. Et ce narratif, tout le monde rigole en fait. Pourquoi les gens rigolent? Parce que d'un point de vue technique, ce qui est annoncé par les États-Unis ne tient pas la route. Je rappelle que les gazoducs sont à 60 mètres sous l'eau. 60 mètres, c'est pas 15 mètres, c'est 60 mètres. Alors c'est pas les fonds des abysses, hein. On n'est pas dans la fosse des Mariannes, on n'est pas à plusieurs kilomètres en dessous de la mer, mais 60 mètres, c'est quand même 60 mètres. Et donc il faut avoir des plongeurs très expérimentés pour atteindre les gazoducs en question, dans une eau qui par ailleurs est absolument glaciale. Et puis les gazoducs eux-mêmes, c'est assez coton. Ce sont des infrastructures extrêmement robustes, dans un acier extrêmement solide, acier qui doit avoir je ne sais pas quelle qualité, et qui sont entourés de rien moins que de 8 cm de ciment, de béton. Donc, pour faire sauter ça, c'est pas un petit tuyau, c'est pas une paille en papier que l'on a quand on va dans un restaurant fast-food, hein. C'est vraiment une infrastructure extrêmement solide pour d'ailleurs résister aux pressions de la mer à 60 mètres. Donc, il faut avoir des équipes de plongeurs, des équipes d'artificiers, des gens qui sont spécialistes de faire exploser des engins, des gens qui disposent d'engins de bombes tout à fait sophistiqués. Et il faut que tout ceci se passe sans accroc et sans que des satellites d'observation vous voient. Alors prétendre que ce sont, je ne sais pas moi, des pêcheurs à la morue venus du port de Gdansk en Pologne, qui seraient des pro-ukrainiens qui auraient fait ça comme ça, c'est de la rigolade. C'est absolument risible. La deuxième chose qui est importante dans cette affaire, c'est que, en fait, si l'on y réfléchit bien, les Américains ont validé un point fondamental avec cette nouvelle version, c'est que c'est pas les Russes, puisqu'ils disent que ce sont des pêcheurs pro-ukrainiens, ou des Ukrainiens, ou des dissidents ukrainiens, ou des pro-ukrainiens qui l'auraient fait. Donc c'est un élément fondamental.
C'est-à-dire que le narratif qui avait été celui officiel pendant des mois, je me rappelle que Robert Ménard, par exemple, pour ne citer que lui, s'était illustré en expliquant qu'il était sûr et certain que c'était les Russes. On avait vu défiler sur les plateaux de télévision français des spécialistes de l'art militaire, des spécialistes de la Russie qui nous expliquaient que c'était évidemment les Russes. Ben, ce narratif qui avait été déjà imposé par Washington, ben, d'un seul coup, Washington laisse tomber le narratif pour dire maintenant, ben, il change complètement de braquet. Et pourquoi il change de braquet, d'ailleurs? C'est parce que tout le monde a bien compris que là-dedans, la Russie n'avait absolument aucun intérêt. Et puis parce qu'il y a eu les déclarations du procureur allemand dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il n'y avait absolument aucune preuve que ça puisse venir de la Russie. Et puis c'est pas tout, c'est que la Russie a demandé, après la publication du rapport de Seymour-Hersh, qu'il y ait une enquête internationale et a porté l'affaire devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Si c'était eux qui étaient les auteurs, ils auraient peut-être plus de pudeur à demander que toute la lumière soit faite en mettant l'ensemble des pays du monde dessus. Allant dans le même sens, c'est la République populaire de Chine qui a demandé la même chose, qui a demandé aussi qu'il y ait une enquête internationale pour que toute la transparence soit faite sur cette affaire. Donc, probablement qu'à Washington, on s'est dit que l'argumentaire selon lequel c'était la Russie, tenait pas du tout la route, en fait. Voilà, ça ne marchait pas. Donc on a dû se creuser les méninges pour se dire mais à qui est-ce qu'on va attribuer cette affaire? Et dans la mesure où, bien entendu, ça ne peut pas être l'oncle Sam, eh bien, on n'avait quand même pas demandé aux Allemands d'expliquer qu'ils avaient saboté leur propre gazoduc, qui est un drame économique pour l'Allemagne. On n'allait pas dire non plus que c'était les Français qui l'avaient fait, puisque c'est aussi un drame économique pour nous, ni les Autrichiens, ni les Britanniques. Donc il fallait bien trouver quelque chose. Et donc ce qu'ont fait les Américains, ils ont fait ce qu'ils font toujours, je l'ai toujours dit, lorsque ce sont leurs intérêts qui sont en jeu, ils laissent tomber comme une chaussette sale même leurs alliés, ou plus exactement leurs pions, leurs vassaux, leurs créatures, leurs fantoches, comme on disait. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer que les Américains ont laissé tomber le président Nguyen Van Thieu au Sud-Vietnam en 1975, le général Lon Nol au Cambodge en 1975, le Shah d'Iran en Iran en 1979, etc., etc. Donc ils s'en débarrassent quand ils ont fini. Alors là, ils n'en sont pas encore à se débarrasser de Zelensky, mais ils ont chargé l'Ukraine, en fait, puisque c'était des pro-ukrainiens. Donc ils ont dit non, c'est pas nous, c'est les Ukrainiens. Ce qui est, du point de vue moral et éthique, si on y réfléchit bien, c'est particulièrement dégueulasse. C'est d'une lâcheté, c'est incroyable quand on y réfléchit. Alors, le plus beau de cette histoire, c'est que les journalistes se sont immédiatement tournés vers le régime ukrainien. Et aujourd'hui même, Kiev, le régime de M. Zelensky, a dit non, pas du tout, on n'est pas du tout d'accord, l'Ukraine n'est absolument pas mêlée à ça. Parce que les Ukrainiens ont commencé à comprendre que les États-Unis allaient leur faire porter le chapeau à eux. Puisque, effectivement, à part les États-Unis d'Amérique, on peut imaginer que c'est l'Ukraine qui pourrait avoir intérêt à détruire l'infrastructure russe. Voilà, c'est les deux seuls pays au monde qui avaient vraiment un intérêt. Les États-Unis, pour des raisons géostratégiques et économiques, pour mettre à genoux les économies de l'Ouest européen, et les empêcher d'être compétitives en ayant les hydrocarbures russes, les couper géopolitiquement de la Russie, leur imposer devenir les vassaux économiques et de fourguer à l'Allemagne et à la France les gaz de schiste à des prix pharaoniques. Donc ça, c'est l'intérêt des États-Unis. S'agissant de l'Ukraine, c'est simplement, d'un point de vue vindicatif, pour se venger de la Russie, essayer de nuire à la Russie. Or, les Ukrainiens ont dit non, c'est pas nous. C'est-à-dire que, en ce moment, au moment où je parle, je suppose que Vladimir Zelensky doit être fou de rage contre Washington, parce qu'il se rend bien compte que ça pue, que ça sent mauvais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les États-Unis déclinent toute responsabilité et font porter le chapeau à des pro-ukrainiens ou des ci ou des ça, ça veut dire quand même que les États-Unis commencent à envisager la suite des événements pour faire porter la responsabilité de tout le drame qui arrive à Zelensky, alors que ça n'est, vous le savez bien,
ça n'est que leur marionnette. Alors, cet événement est extrêmement important à tous les égards. D'abord, sur la mentalité américaine. Ça n'est pas une révélation si vous suivez mes analyses depuis 16 ans, mais c'est une nouvelle confirmation de la façon dont les Américains considèrent le monde. Le monde est à leur botte, à leur service. Seuls les intérêts de Washington comptent. Le cynisme le plus extravagant prévaut dans leurs décisions. Ils laissent tomber leurs supplétifs dès qu'ils en ont la possibilité. Ils massacrent, ils tuent, ils sabotent, ils détruisent et ils mentent effrontément à tout instant. C'est une confirmation. Confirmation également que l'Ukraine se trouve dans une situation extrêmement difficile. Puisque maintenant, si on sent que les États-Unis sont en train de faire porter le chapeau de toute la guerre à l'Ukraine, ça veut dire que ça sent le roussi. Autre confirmation, c'est l'invraisemblable nullité des dirigeants occidentaux, plus exactement leur servilité. Puisque ces révélations sont arrivées quelques jours après le voyage de Scholz à Biden, je le disais tout à l'heure. Or, dans le narratif actuel, le nouveau qui nous est servi, c'est-à-dire que c'est des Ukrainiens ou des pro-Ukrainiens, c'est un acte de guerre contre les intérêts les plus fondamentaux de l'Allemagne. En bonne logique, donc, l'Allemagne devrait déclarer la guerre à l'Ukraine. Ou sinon déclarer la guerre à l'Ukraine, en tout cas, arrêter de lui verser des milliards et de lui donner des armes. C'est le b.a.-ba. Donc, la nouvelle version américaine est complètement contradictoire avec tous les autres narratifs. En fait, les Américains sont en train de se perdre les pieds dans leurs propres intrigues, dans leurs propres mensonges. C'est exactement ce qu'avait dit d'ailleurs Charles de Gaulle dans les années 60 en disant justement à la fin des fins, eh bien, les Américains finiront par se faire détester par tout le monde puisqu'ils se perdent dans leurs propres intrigues et que ces intrigues, en fait, ne fonctionnent jamais. Donc, normalement, le gouvernement allemand, aujourd'hui, soit il ne refuse le nouveau narratif de Washington, ça veut donc dire qu'il souscrit au fait que c'est Washington qui est derrière. Donc, normalement, il devrait demander des éclaircissements à Washington, voire, en vertu de l'article 5 du traité de l'OTAN, demander à tous ses partenaires de l'OTAN d'attaquer les États-Unis, si on appliquait l'article 5, je l'ai dit l'autre fois. Soit, s'ils croient la nouvelle version de Washington, à ce moment-là, eh bien, ils doivent attaquer l'Ukraine. Voilà. Mais donc, on voit que le système est autobloquant. C'est totalement illogique. Ça n'est pas possible. La nouvelle version, normalement, obligerait l'Allemagne à arrêter toute livraison à l'Ukraine et au contraire à demander des comptes à Zelensky. Pareil d'ailleurs au passage pour la France. Or, vous voyez bien que personne n'en parle. On peut d'ailleurs, de cette déduction, de cette série de déductions logiques, être frappé de quelque chose d'assez incroyable. C'est qu'en définitive, ce qui est en train d'apparaître, c'est que la CIA n'est plus ce que c'était. On a l'impression que cette nouvelle version qui est sortie parce qu'il fallait bien répondre quelque chose, parce que depuis les révélations de Seymour Hersh, la pression montait, y compris aux Nations Unies, avec cette demande de la Chine, de la Russie et de nombreux pays du monde qui veulent savoir où on en est. Donc les États-Unis ne pouvaient plus rester bouche bée, parce qu'il y a un dicton en français qui dit « qui ne dit mot consent ». Donc les Américains ne pouvaient pas se contenter de dire « non, c'est pas vrai, ce que dit Seymour Hersh, c'est faux, c'est un vieux gâteux, donc c'est faux ». Bon, non, ça, c'était parce que je rappelle que Seymour Hersh avait été extrêmement précis dans ses révélations, en expliquant que l'affaire avait été menée avec le concours de l'armée norvégienne, que les Américains avaient fait ça en 2 phases, de façon très intelligente et très vicieuse. D'abord en profitant des exercices de l'OTAN en mer Baltique, qui s'appelait Baltraps II, au mois de juin 2022, que c'est à cette occasion que des plongeurs qui sont, eux, extrêmement expérimentés de la Navy américaine, auraient installé des explosifs autour des gazoducs, mais que, bien entendu, ces explosifs ne pouvaient pas exploser tout de suite, puisque c'était au moment où il y avait
où il y avait les manœuvres de l'OTAN. Donc le fait que ça se passe pendant des manœuvres de l'OTAN était très pratique justement pour... Il était normal qu'il y ait des navires américains qui soient sur cette zone, puisque c'était un... Donc ça expliquait... Il n'y avait pas d'anomalie à ce qu'il y en ait. En revanche, il y avait eu aussitôt une explosion des gazoducs, bon, ça aurait été signé. Donc ce que les Américains ont conçu, c'est un système en 2 temps, avec l'installation des explosifs, c'est ce qu'a expliqué Seymour Hersh en juin, et ensuite une explosion intervenant le 26 septembre, donc 3 mois après, comme ça, sans prévenir, parce que, comme l'avait expliqué Seymour Hersh, en fait les explosifs étaient munis de détonateurs émettant un son à basse fréquence sur une fréquence très particulière, et que plusieurs mois après, c'est un avion de la Norvège, un avion de l'armée norvégienne, et qui est venu sur zone et très discrètement qui a balancé des bouées émettant le signal permettant la destruction, permettant le déclenchement des bombes. Et d'ailleurs avec un certain délai qui a permis à l'avion norvégien de repartir. C'est pour ça qu'on a eu ces explosions qui sont apparues sans que les gens qui regardaient les images de satellite ne vissent quelques bateaux ou navires suspects ou avions suspects à ce moment-là. On voit bien que c'est une opération qui nécessite de très très grand effort militaire, une vraie réflexion, une véritable infrastructure derrière. C'est évidemment pas un groupe de pêcheurs ou de pieds nickelés ukrainiens ou pro-ukrainiens qui ont pu faire ça par eux-mêmes. C'est évident. Mais ce qui est également très frappant, c'est que, rappelez-vous que Victoria Nuland a dit ça a annoncé la couleur, en fait, le 27 janvier 2022, et Biden le 7 février 2022. Ils ont en fait annoncé, sans le dire exactement, mais qu'ils feraient par tous les moyens, c'était par un moyen ou un autre, a dit Victoria Nuland, ils empêcheraient, ils arrêteraient, ça n'existerait plus Nord Stream. Or, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait à suivre Seymour Hersh en juin et en septembre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que si on comprend bien cette affaire, Biden, c'est le genre « je tape d'abord, je réfléchis après ». C'est-à-dire que normalement, du temps où on avait des États-Unis des services de renseignement, des services actions de la CIA qui étaient tenus par des gens quand même professionnels, au moment même où Biden commençait à programmer l'explosion au mois de septembre de cette affaire, normalement, la CIA ou les services de renseignement et d'influence américains auraient dû préparer une sortie de crise, auraient dû préparer un narratif. Ils auraient dû trouver quelque chose qui soit crédible. Or, à l'évidence, ça n'a pas été le cas. À l'évidence, on a l'impression qu'ils ont tablé sur le fait qu'ils feraient le système de l'intimidation des médias, ça a marché dans un premier temps, et puis que après ça serait l'omerta, c'est-à-dire intimidation des médias et omerta, et puis que l'affaire disparaîtrait comme ont disparu un certain nombre d'autres affaires. Je renvoie à ma vidéo précédente. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ni Biden, ni le département d'État américain, ni la CIA, ni la NSA, ni le département de la Défense des États-Unis d'Amérique ne se sont posé la question de savoir mais si quelqu'un parlait et si quelqu'un donnait des informations de première main, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé et ils revivent l'affaire My Lai au Vietnam en fait. Et donc ce qui est affreux en fait dans la situation actuelle, c'est que lorsqu'il y a eu l'affaire My Lai au Vietnam en 1968, on était encore dans un monde où il y avait une certaine éthique. C'est-à-dire que face à l'avalanche des révélations de Seymour Hersh, l'armée américaine, les Américains avaient reconnu que c'était exact et ils avaient conduit une enquête. Et d'ailleurs, toute la presse américaine servait de contrepoids, de contre-pouvoir. C'est pour ça que ça a eu cette affaire très importante en 68, 69, 70 de changer le cours de la guerre, parce que les dirigeants américains ont été contraints par les événements, mais aussi par les révélations, mais aussi et encore plus par le contre-pouvoir de la presse, et aussi et encore plus par l'éthique qui les animait, eh bien de mener une enquête qui a abouti à l'inculpation et à la condamnation du lieutenant qui était responsable, même si après ils ont tout fait pour essayer de ne pas lui faire subir une sanction trop lourde.
Alors qu'à notre époque, les révélations des Seymour Hersh, qui, normalement, en 1968, eussent lancé une immense campagne mondiale dans la presse mondiale de demander des éclaircissements et qui auraient forcé les journalistes américains seraient allés comme des morpions demander à Biden, à Nuland, ils seraient allés voir le département de la Défense, ils auraient tout fait pour essayer de trouver qui au ministère de la Défense s'occupe du plasticage, quels sont les sous-mariniers qui font et qui sont également artificiers. Ils auraient dû aller également sur les basques du gouvernement norvégien qui avait été mis en cause. Donc il y aurait eu une pression des médias dès le mois de février qui aurait fait exploser la vérité. Or, comme nous sommes maintenant dans un Occident qui a mis sous le boisseau les médias, qui a en fait émasculé les médias de leur pouvoir, de leur contre-pouvoir traditionnel, qui ne sont là que pour réciter la soupe voulue par les autorités américaines, eh bien, on se retrouve dans la situation actuelle. C'est-à-dire que loin de présenter leurs excuses ou de dévoiler ce qui s'était passé et que l'affaire explose, les Américains n'ont rien dit, ont tablé sur le fait que l'omerta réglerait le problème, ce qui n'est pas le cas puisque les Chinois s'y sont mis, puisqu'il y a un certain nombre d'autres pays qui sont derrière. Et puis ils en sont réduits maintenant aux abois. Ils ont dû demander à un stagiaire de la CIA de trouver une solution. Et le stagiaire a dû rédiger ça sur un capot de voiture, comme ça, en une demi-heure, en disant, voilà, qui est-ce que ça pourrait bien être? Voyons. Le seul qui est contre la Russie, vraiment, et de façon évidente, et qui n'a aucun intérêt dans ça, c'est l'Ukraine. Donc on va dire que c'est les Ukrainiens. Voilà. Mais c'est grossier, c'est minable. C'est nul. C'est absolument pas professionnel. Et c'est exactement le sentiment que l'on a. C'est que ça n'est pas du tout professionnel. On a aussi un autre sentiment, c'est qu'évidemment, maintenant, les loups sont lâchés. C'est-à-dire que dans le monde entier, personne ne croit à cette fable de ces pêcheurs pro-ukrainiens. Mais en plus de ça, maintenant, Biden et le département et la CIA se sont mis Zelensky à dos, puisque l'Ukraine a vivement protesté. Donc tout ça est en train de très mal tourner sur cette affaire. Une affaire dont je signale qu'elle est absolument fondamentale, puisque ce n'est pas seulement l'explosion de 2 gazoducs, c'est aussi la mise à genoux, non pas de l'économie russe, mais des économies de l'Europe de l'Ouest, en particulier de l'économie allemande et de l'économie française. Donc l'affaire n'est pas du tout en train de s'étouffer, elle est au contraire en train d'exploser à la figure de Biden. Ça permet d'en arriver à une autre conclusion qui concerne les dirigeants français. Je n'ai absolument vu nulle part que M. Macron ait demandé des explications au gouvernement américain. Normalement, nous étions fondés à le faire, puisque je l'ai rappelé tout à l'heure, Engie français avait 10% dans cette affaire, 10% dans le capital de Nord Stream et donc dans les investissements réalisés. Donc la France a mis des centaines de millions d'euros dans cette affaire. Donc normalement, un chef d'État normal, un chef d'État ayant de la dignité, défendant les intérêts de la France, aurait dû se tourner vers les États-Unis d'Amérique en demandant des éclaircissements. Il aurait d'ailleurs très bien pu le faire avec le fameux couple franco-allemand, donc avec le chancelier d'Allemagne, mais aussi, pourquoi pas, avec les Autrichiens ou avec les Anglais qui ont, je l'ai déjà expliqué, qui avaient des intérêts dans cette affaire. Le silence total de Macron est affreux, en fait. En fait, c'est affreux. C'est comme le silence de Scholz, qui est allé voir Biden à la Maison-Blanche avec un sourire de larbin. On a vu des photos. Il était là en train de se serrer les mains comme une espèce de prélat très embarrassé, avec Biden qui le toise, qui lui passe la main dans le dos. C'est affreux. Enfin, je veux dire, le chancelier Bismarck doit se retourner dans sa tombe quand il voit ça, tout autant que Charles de Gaulle doit se retourner dans la sienne quand il voit où est tombée la présidence de la République française. Mais je voudrais terminer sur encore autre chose. C'est qu'en France, il n'y a pas que le président de la République. En France, il y a des partis politiques qui sont promus par les médias comme étant des partis de gouvernement. En Marche, Renaissance, un petit peu LR, un petit peu ce qui était jadis le PS.
Et puis, vous savez que les médias promeuvent également des partis dits d'opposition, qui sont l'opposition contrôlée. Parce que les médias savent bien que, bon, il faut quand même donner au peuple l'illusion qu'il est en démocratie. Donc on lui montre le Rassemblement national, on lui montre Horizon de M. Édouard Philippe, on lui montre LFI de M. Mélenchon, on lui montre ELV, on lui montre le Parti communiste français. Donc, mais tous ces partis sont en fait tenus. M. Fabien Roussel ne veut pas plus sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN que M. Édouard Philippe, que Mme Le Pen ou que M. Bardella, lequel Bardella s'est d'ailleurs découvert une passion pro-Zelensky et pro-Ukraine, et il tient désormais exactement le discours voulu par l'oligarchie pour se faire bien voir. Mais mon propos, il est ailleurs. Nous avons cette affaire de gazoduc, où des intérêts français fondamentaux ont été détruits. C'est un acte de guerre contre la France. Nous avons notre économie qui est très gravement et durablement plombée par cette affaire. Nous avons un asservissement aux États-Unis d'Amérique total qui découle de cette affaire. Nous avons les révélations de Seymour Hersh et maintenant nous avons le contre-feu minable envoyé par la Maison-Blanche. Alors moi, ce qui me sidère, c'est le silence, non pas seulement de Macron, mais de Mme Le Pen, de M. Bardella, de M. Édouard Philippe, de M. Mélenchon, de M. Boyard, le jeune député là, qui se fait une spécialité de gueuler sur tous les plateaux de télévision et à l'Assemblée nationale pour le repas à 1 €. Mais là, qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs ? Et M. Fabien Roussel, il dit quoi de cette affaire ? Lui, le responsable du Parti communiste français ? Et que disent M. Retailleau, M. Ciotti, que disent également M. Vauquier, M. Larcher ? Que dit M. Bernard Cazeneuve du Parti socialiste ? Que dit Mme Hidalgo ? Que dit M. Olivier Faure ? Mais qu'est-ce qu'ils disent, tous ces gens-là ? Ils disent quoi ? Rien. Alors qu'il s'agit de l'événement géostratégique peut-être le plus fondamental pour la suite des événements, en tout cas pour la destruction de l'économie française qui est en cours. Ils ne disent rien. Alors pourquoi ils ne disent rien ? Parce que ce sont des lâches. Parce qu'ils sont là, ils n'ont plus la volonté même de se battre, ni même, comme le disait De Gaulle, de nommer l'ennemi. À partir du moment où ce sont les États-Unis qui sont derrière, il n'y a plus personne. Tout le monde est à quatre pattes. Alors je lance ici, devant toutes les personnes qui me regardent, comment pouvez-vous faire confiance à des responsables politiques qui, dans des épisodes aussi dramatiques que traverse la France, ne sont même pas capables, même quand ils sont dans l'opposition, de demander à Macron ou de demander eux-mêmes directement ou de s'exprimer pour dire que les États-Unis doivent s'expliquer, pour dire que la nouvelle version ne vaut rien, pour dire que Seymour Hersh n'est pas un gâteux et que toutes les probabilités vont vers la culpabilité quasiment assurée des États-Unis d'Amérique. J'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le répète ici, que non seulement tout ce que j'ai dit auparavant signe la culpabilité des États-Unis, mais il y a également encore deux autres éléments. C'est que faire sauter les gazoducs des pays adversaires, c'est une spécialité des États-Unis. Il n'y a que eux qui l'ont fait. En 1982, j'avais déjà eu l'occasion de l'expliquer, du temps de Reagan, les Américains ont fait sauter le gazoduc Siberia, qui devait déjà apporter du gaz à l'Europe occidentale. C'est eux, on le sait, il y a des articles, des journaux, des livres qui sont sortis. Et là, ils l'avaient fait d'une façon d'ailleurs tout à fait maligne, puisqu'ils n'avaient pas mis d'explosifs, ils avaient mis un logiciel qui permettait en fait de détruire le système, l'infrastructure, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Pour brouiller les pistes.
C'est-à-dire qu'entre le logiciel vendu du temps de Reagan par les États-Unis à la Russie, qui était quand même dans un mauvais état, il y avait là-dedans des espèces de sous-programmes qui permettaient la destruction, mais plusieurs mois ou semaines après, pour que justement les États-Unis ne puissent pas être suspectés. C'est exactement le même type de raisonnement vicelard, machiavélique, qui a eu lieu en mer Baltique entre le moment où il y a eu le dépôt des bombes et le moment de l'explosion, quasiment 4 mois après. Et puis ça n'est pas tout. Un an après, en octobre, je crois, 1983, les États-Unis ont fait exploser un gazoduc qui était la veine jugulaire du petit État du Nicaragua, en Amérique latine, à Puerto Sandino, et qui c'était le régime sandiniste qui était la bête noire des États-Unis d'Amérique. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. Le petit Nicaragua s'est alors porté devant la Cour internationale de justice des Nations unies. C'est-à-dire qu'il était petit, mais il était au moins droit dans ses bottes et il appliquait ce conseil que donnait Charles de Gaulle au moment où, il y a quasiment 57 ans jour pour jour, puisque c'était le 7 mars 1966, Charles de Gaulle avait annoncé que la France quittait le commandement militaire intégré de l'OTAN et que la France demandait aux États-Unis d'Amérique de fermer les bases américaines qu'ils avaient ouvertes sur le sol français depuis 1945 avec la complicité de la 4e République. Voilà, je termine ici mon propos. Méditez bien cet enseignement de Charles de Gaulle qui disait « Il faut regarder les Américains droit dans les yeux, ils finissent par s'y faire. » Si les Français ne comprennent pas que le sort de notre pays est scellé, je dis bien scellé, c'est-à-dire que la France va être détruite, si les Français continuent à porter à l'Élysée toutes ces personnalités dont j'ai parlé, de Mme Le Pen à M. Roussel, en passant par Mélenchon, Bardella, Édouard Philippe, etc., toutes ces personnalités qui ne sont même pas capables de défendre les intérêts de la France devant un cas aussi énorme, si les Français envoient à l'Élysée un de ces personnalités, eh bien, la France va continuer à dégringoler et à être détruite. Moi, on ne me fera pas taire. Moi, je veux défendre mon pays parce que c'est le pays de mes parents, de mes grands-parents, de tous mes aïeux, des gens que j'ai aimés étant petit, des gens, je suis redevable comme vous, de 40 générations qui ont fait la France. Et moi, on ne me fera pas baisser les yeux parce que l'oncle Sam a décidé de vassaliser la France et de la détruire. Les autres ne disent rien. Ce sont des lâches. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont constamment promus par les médias de l'oligarchie du système. Alors, c'est le grand enseignement de cette affaire. Je vous en conjure. Il faut que vous compreniez que vous devez arrêter d'écouter les télévisions, que vous devez, puisque c'est un véritable poison, c'est une désinformation complète, la meilleure preuve étant qu'ils ont essayé de vous faire croire que c'était la Russie qui avait fait exploser Nord Stream, et puis maintenant ils essayent de vous faire croire que ce sont des pro-ukrainiens. Ils sont à la merci des intérêts de l'oligarchie euro-atlantiste.